Et si jouer la comédie, ce n'était pas juste faire semblant? Et si, en fait, c'était un moyen de trouver une vérité bien plus profonde? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble une méthode d'art dramatique assez fascinante parce qu'elle promet justement ça, un vrai voyage, bien au-delà de la simple performance pour aller chercher l'essence même de l'interprétation. Alors, pour commencer, rien de mieux que cette question posée par le Dernier Théâtre. C'est l'école dont on va décortiquer la philosophie aujourd'hui. Et cette question, elle nous met tout de suite dans le bain. On nous invite à voir le théâtre pour ce que ça peut vraiment être. Pas juste un passe-temps, non, mais une véritable exploration de soi. Ok, alors pour bien comprendre cette approche, voilà comment on va procéder. On va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, les fondations, la philosophie de cette scène un peu à part. Ensuite, on verra le monde intérieur de l'acteur, c'est la clé. Puis, les outils très concrets qu'ils utilisent. Comment on passe de soi au personnage. Et enfin, on verra comment tout ça mène à une vision de l'art comme une forme d'acceptation lucide. C'est un vrai parcours. Alors, la première idée, et elle est vraiment fondamentale, c'est de comprendre que pour cette école, le théâtre, ce n'est pas juste un divertissement. Non. C'est un outil puissant pour trouver ce qu'ils appellent son enracinement. C'est une belle image, non? Cet enracinement, c'est le lien profond, essentiel qu'on a avec soi-même et aussi avec le monde qui nous entoure. Et cet enracinement, ce n'est pas juste un concept abstrait. Pas du tout. Ça se construit, très concrètement, en libérant sa parole, en développant son écoute, on gagne en assurance. En stimulant son imagination, on apprend à transformer ses propres émotions en matière créative. C'est vraiment un processus complet, où le plaisir de jouer nous amène, petit à petit, à une conscience beaucoup plus grande de soi et du monde. Bien, maintenant qu'on a posé les bases, allons voir un peu plus en profondeur. C'est la deuxième étape, le monde intérieur de l'acteur. Parce que, selon cette méthode, tout part de là. Une interprétation vraiment authentique, elle ne peut commencer que si on comprend d'abord ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et au cœur de ce monde intérieur, il y a une tension fondamentale. D'un côté, ce besoin de sécurité, de ne pas se mettre en danger. Et de l'autre, cette envie de prendre des risques, d'explorer. C'est ce tiraillement permanent qui est le véritable point de départ de tout le travail sur un personnage. C'est un dialogue constant entre deux voix en nous. Alors, comment on gère cette tension? Comment on en fait quelque chose de créatif? L'école propose un concept clé, la consilience. Le mot vient du latin, sauter ensemble. Et c'est exactement ça l'idée. C'est faire un saut, un acte de vérité, pour unifier ces forces opposées en nous. C'est ce qui permet de les réconcilier et d'avancer. Et pour que ce soit plus clair, regardons comment ça se décompose. On parle d'une voix paternelle qui cherche la structure et d'une voix maternelle qui cherche la sécurité. Ce qui est fascinant, c'est de voir le double potentiel. La voix paternelle, au pire, peut devenir rigide, humiliante. Mais au mieux, c'est une clarté qui libère. Pareil pour la voix maternelle. Au pire, c'est une surprotection qui étouffe. Au mieux, un soutien incroyable, une vraie compassion. Ok, donc on a cette base théorique, cette compréhension de notre monde intérieur. Mais concrètement, sur scène, on en fait quoi? C'est là qu'interviennent les outils. La méthode en propose 3, très concrets, pour construire un personnage qui sonne vrai. On passe de la théorie à la pratique. Le tout premier outil, c'est le regard. Et l'exemple du roi Lear est parfait pour ça. Au début, son regard est assujettissant. Il voit sa fille Cordelia comme un objet, une déception. Et puis, à la fin, tout change. Son regard est rédempteur. Il la voit enfin, il demande pardon. On voit bien ici que le regard d'un personnage, ce n'est pas anodin. C'est un acte moral, presque politique. Et cette citation de Coltès, elle est terrible, mais elle dit tout. Tu m'as pas regardé, pas une seule fois. C'est la blessure à l'état pur. L'absence de regard qui nie l'existence de l'autre. C'est cet appel désespéré à être reconnu, à exister dans les yeux de quelqu'un. Deuxième outil, le conflit. Pour l'aborder, l'école utilise la casuistique. L'idée est simple. Un conflit, une dispute, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est une nécessité pour grandir. C'est un peu comme en musique. Il faut parfois de la dissonance pour arriver à une belle harmonie. Et pour analyser ces conflits, il y a cette méthode en 7 étapes. On décrit le cas, on formule la question, on identifie la règle morale, bref, on décortique. Pour un comédien, c'est de l'or. Ça permet de ne pas jouer un conflit de manière superficielle. Non, ça permet de comprendre ses racines morales profondes, de construire une tension qui est juste, qui est vraie. On en arrive au 3e et dernier outil, et pas des moindres, l'obsession, ou, pour utiliser leur terme, la monomanie. Il faut voir ça comme une sorte de verrou psychique. C'est cette obsession qui va complètement façonner le monde intérieur d'un personnage. Pensez au personnage de Balzac, comme le père Grandi. Son obsession pour l'argent se voit dans ses gestes. Compter ses pièces, vérifier une serrure.
Ces petits gestes répétitifs y révèlent une peur ou un désir immense. Pour un interprète, un simple geste peut raconter toute une histoire. Alors voilà, on a nos 3 outils, le regard, le conflit, l'obsession. Le véritable enjeu, bien sûr, c'est de tout combiner. C'est en maîtrisant son propre monde intérieur et ses techniques concrètes que l'acteur peut enfin incarner une vérité sur scène. Et tout ce travail a un but, dépasser le faux self, cette partie de nous qui joue un rôle pour plaire, pour se protéger. L'objectif, c'est d'atteindre le vrai self et de pouvoir l'exprimer avec une autorité juste. Ce n'est pas d'une autorité qui écrase, non, c'est une autorité qui vient de la vérité, une parole qui éclaire. Et cette réplique, alors arrête de mordre pour ne pas gémir, elle est incroyable. C'est exactement ça l'autorité juste en action. Le personnage n'attaque pas par peur, il énonce une vérité claire, percutante et qui a le pouvoir de tout transformer. On voit bien que cette approche, elle ne s'arrête pas aux planches du théâtre. En fait, elle va beaucoup plus loin. Elle en vient à redéfinir le but même de l'art. C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie. Ils utilisent des archétypes, comme celui du provocateur bienveillant. C'est un personnage qui utilise la confrontation, mais de manière constructive. Son but, c'est d'aider à transformer la vulnérabilité en force. L'idée de fond, c'est que la clé n'est pas de cacher sa douleur, mais de la confronter pour pouvoir en faire quelque chose. Et tout ce cheminement nous amène finalement face à un choix. Un seul, mais il est fondamental. Face à son histoire, face à ses blessures, il y a 2 voies. Soit on cherche à se réconcilier avec le passé, soit on fait un autre choix, celui de transformer cette douleur en une œuvre d'art, une œuvre qui libère. Et ça nous laisse avec cette question finale. Et si le but, ce n'était pas de changer son histoire, de l'effacer, mais plutôt de transformer la douleur qu'elle contient en une œuvre d'art libératrice? Peut-être que jouer, au fond, ce n'est pas tant de devenir quelqu'un d'autre, que de réussir à transformer sa propre vérité en quelque chose d'universel, en quelque chose de beau.